E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'alimentation zodiacale. Alors pour redéfinir ce qu'est l'alimentation zodiacale, c'est vraiment comment se nourrit chaque signe astrologique, quels sont ses besoins fondamentaux et ce de manière holistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'aliments durs, solides, mais aussi de quoi ils ont besoin en termes de relations, d'éveil spirituel, etc. Donc c'est notre petit rendez-vous avec Guy Dacugna. On commence à l'adorer ce petit rendez-vous pour parler de l'alimentation zodiacale. Donc Guy, pour te représenter, tu es astrologue depuis plus de 10 ans, tu accompagnes de nombreuses personnes, tu réalises des thèmes astrologiques aussi, donc ne pas hésiter à le contacter si vous avez besoin de réaliser votre thème astrologique. Et donc là, aujourd'hui, on va se lancer dans les signes d'eau. Oui. Donc très intéressant aussi ces signes d'eau. On a déjà traité les signes de terre, on a traité aussi les signes de feu, et donc on arrive aux signes d'eau qui sont aussi au nombre de 3. On a le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Guy ? Bon, déjà, bienvenue, Guy, quand même. Je ne t'ai même pas laissé... Ça fait tellement de temps qu'on ne s'est pas vu. Mais bonjour oui, Alice. on est encore dans l'énergie. Bonjour très chers auditeurs. Oui, écoute, ravi d'être là aujourd'hui avec toi. On va parler effectivement des signes d'eau. Alors, il y en a 3 signes d'eau. On disait, Oui. il y a le signe du cancer, il y a le signe du scorpion, il y a le signe du poisson. Qu'est-ce qui caractérise déjà cet élément eau ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les signes d'eau en règle générale ? Alors, en règle générale, déjà, tous les signes d'eau, là, ces 3 signes-là, sont dans une énergie yin, plutôt féminin. Donc, les hommes qui sont cancer, scorpion et lion et poisson, pardon, c'est pas pour autant qu'ils sont masculins. Hein, c'est dans l'énergie du féminin yin, c'est-à-dire l'écoute, la créativité, l'observation, l'analyse. Ça, c'est vraiment les forces des signes yin, d'accord ? Donc, on va retrouver justement tous les hommes dans les métiers créatifs, les femmes aussi, mais c'est tous les hommes qui sont créatifs, qui vont honorer les femmes, qui vont nourrir les gens, qui vont prendre soin des gens. Donc, on aura tous les thérapeutes, tous les psychologues. Donc, vous voyez, donc c'est des gens qui vont avoir cette compétence pour être à l'écoute des gens. On peut dire qu'ils ont une sensibilité exacerbée, ces signes d'eau. C'est vraiment c'est leur principale qualité, la sensibilité. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être très dérangeant quand on ne sait pas canaliser cette sensibilité, puisque on pleure pour un rien, on a peur de tout, on est ultra sensoriel, on est hyper créatif, mais trop. Donc, dans un premier temps, on ne sait pas comment gérer ça. Mais une fois que c'est canalisé, ça va donner les meilleurs artistes, les meilleurs comédiens, les meilleurs sculpteurs, puisque c'est des gens qui sont à même d'écouter leurs propres émotions, leurs propres sensations, et de pouvoir les exprimer sur n'importe quel support. D'accord, donc, ce sont de vrais artistes de la vie, quelque part. Mais vraiment. Donc, mais après, on peut avoir aussi tous ces métiers, comme je disais, d'accompagnement de soins. On va avoir les nounous qui vont prendre en charge les enfants. On va avoir les thérapeutes qui vont s'occuper de l'intérieur des personnes dans la psychologie. Donc, ça donne vraiment des professions qui vont s'occuper des autres. Alors c'est vrai que l'eau, les mots-clés qui tournent autour de l'eau, ça va être l'énergie de l'eau, en tout cas c'est l'émotion, la sensibilité dont on vient de parler, les ressentis, l'eau ça permet de laver, et puis avec l'eau on a l'idée d'immensité aussi, puisque les océans comme le corps humain est composé, la Terre est composée à peu près 70-72% d'eau. Et pourtant, nous aussi, tu vois, on est solide comme ça. Et à l'intérieur, il y a 72% de liquide, pas forcément de l'eau, qui est encore une fois matérialisée par de l'eau, du sang, de la lymphe. Tout ça, c'est du liquide. Comme dans la nature, il y a les océans, les rivières, les lacs, les marécages. Voilà, donc il y a de l'eau sous toutes ses formes. Et c'est ça qui compose justement cette diversité et cette diversité, oui, effectivement, dans la nature de l'eau.
Donc on peut dire quelque part que les signes d'eau naviguent un petit peu, ils surfent. C'est le propre de l'eau, c'est que ça se... Alors, soit c'est bien canalisé par la terre, donc ça fait un lit et puis l'eau est canalisée. Sinon, le côté négatif, c'est les inondations. Il y en a partout, ça déborde. D'accord ? Ça va être les tsunamis, c'est-à-dire que cette puissance, elle se retourne et au lieu d'avoir une mer calme, une mer d'huile pour pouvoir, faire du bateau de plaisance, etc., là, c'est un tsunami qui va tout ravager. Alors, tsunami, raz-de-marée, etc. Et à l'inverse, quand il n'y a pas d'eau, c'est de la sécheresse. C'est de la sécheresse. Donc, il n'y a rien qui pousse. Donc, l'eau permet de générer la vie. Il y a aussi l'inconvénient dans le corps humain. Si l'eau commence à déborder, on va avoir justement tous les œdèmes, toutes les phlébites. C'est dur à dire. Tu y es bien arrivé. Donc, et là, ça pose problème, c'est-à-dire que justement, trop d'eau, ça va nous immobiliser au lieu de laisser couler cette eau, etc. Mais le parallélisme est beau à faire. D'ailleurs, on parle souvent d'être submergé par ses émotions, et étant donné que ce sont des signes qui sont hypersensoriels, on peut couler dans ses émotions finalement. C'est vraiment le signe, les signes d'eau, c'est leur moteur, c'est l'émotion. Donc chacun à son niveau, mais vraiment l'émotionnel est super important. Et puis donc la fonction principale de l'eau, c'est de nettoyer. On lave avec l'eau, on lave. Et c'est surtout, dès qu'on lave, on enlève tous les déchets qui sont à l'intérieur de nous. Alors, d'un point de vue physique, on va enlever toute la saleté, la crasse qu'on porte sur soi. Mais d'un point de vue intérieur, spirituel, holistique, c'est on va nettoyer, justement, tu viens de le dire, toutes les émotions. Et les émotions négatives, c'est les rancœurs, les rancunes, les vieux dossiers, les vieilles mémoires, les peurs familiales, puisque c'est ce qu'on hérite aussi. Et à un moment, ça, faut les nettoyer. J'en veux plus, et on les laisse partir. S'il n'y a pas ce travail d'eau, on est tout le temps sale. On contamine l'extérieur. Et l'extérieur nous contamine, et qu'à un moment, la peau se renouvelle pas, il n'y a pas une régénérescence. Donc c'est compliqué, tu as toujours ce sentiment d'être sale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur nos chers amis, les cancers, alors, qui sont ces premiers signes d'eau, généralement symbolisés par un crabe, un petit peu le cancer, c'est le crabe sous son rocher. Exactement. Tu vois, donc le cancer représente donc le signe du début de l'été. Donc, on est dans l'eau, tu vois, l'eau de la mer. T'imagines tout de suite, c'est le début de l'été, c'est la plage. Donc, ça nous renvoie à l'enfance, aux jeux sur la plage, naviguer tranquillement comme ça sur la mer. Et là, c'est le jeu de mots, c'est on navigue sur la mer, MER, comme la mère, la maman. Donc le signe du cancer est un signe très fortement attaché à la maman. Et qu'effectivement, le premier contact qu'on a avec l'eau, c'est l'eau amniotique. D'accord, l'eau dans laquelle on a grandi dans le ventre de maman. C'est notre premier rapport à l'eau. Et là, va y avoir, l'eau contient une mémoire, et là, pendant les 9 mois où on va rester dans le ventre de la maman, on va s'imprégner de toute la vie émotionnelle de la maman, aussi bien dans le liquide, parce qu'on est quand même connecté à la mère par le cordon ombilical, c'est ce fameux tuyau, et là, tout ce que la mère mange, vit, ressent, ça passe par le cordon ombilical. Le bébé prend tout. D'accord ? Donc là, il y a une empreinte par le liquide, parce qu'à travers le cordon ombilical, il y a tout, les aliments, le sang, etc. Donc là, ça veut dire qu'à la source, si la source elle n'est pas bonne, l'enfant a du mal à se développer. Et si la source elle est bien, du coup, le bébé il grandit bien, etc. D'accord ? Donc là, ça invite à réfléchir dans tout ce qu'on va vivre pour plus tard. Il y a des fois, c'est bien, justement dans le cas de thérapie, de développement personnel, c'est bien d'aller visiter ce qui s'est passé dans le ventre de maman pendant qu'elle nous attendait.
Oui, bien sûr, la période de gestation. La période de gestation, elle est fondamentale. On l'oublie, mais la maman, elle vit des choses pendant les 9 mois qu'elle est enceinte. Elle se fait licencier, peut-être elle tombe enceinte, mais elle n'est pas mariée, donc c'est l'angoisse. Donc là, il faut se marier vite fait ou pas. Tu vois, donc il y a plein de trucs, mais des fois, c'est 9 mois de bonheur. Hein, c'est pas non plus que des catastrophes, d'accord ? Mais des fois, ça peut générer des choses qu'on a oubliées, puisque du coup, le bébé qui se développe, le cerveau n'étant pas développé, le bébé, lui, tout ce qu'il engramme, c'est émotionnel, c'est dans les cellules. Et là, on voit bien que là, il y a des mémoires dans l'eau. Tu as eu Emmanuel Carrière, il n'y a pas très longtemps, qui a fait une belle émission sur l'eau et sur son l'eau, information et son information, la mémoire. Et donc, l'avantage, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déprogrammer ça. C'est qu'on ne va pas rester dans ce truc, mince, c'est ma mémoire. C'est comme la mémoire d'un ordinateur. Il y a des choses qu'on peut effacer. D'où l'importance de nettoyer les mémoires, de nettoyer. Il faut nettoyer. Un disque dur, des fois, il faut nettoyer le disque dur parce que sinon, c'est engorgé, etc. Mais ce qui est très intéressant, et je me permets de rebondir là-dessus, c'est que physiologiquement, en fait, l'eau, certes, a un rôle d'hydratation, mais aussi un rôle d'éboueur au sein de l'organisme, par exemple. Donc, on peut aussi voir l'eau comme vraiment un élément très nettoyant, comme tu le disais au début, qui va venir transporter tout un tas d'informations parce qu'elle est chargée d'une information bien. Et là, on va voir que là, ce que tu es en train de dire, tu es déjà en train de parler de l'eau du scorpion, qui représente l'eau des égouts. C'est un moment, c'est sale, mais s'il n'y a pas ça, marécageux, c'est qu'à un moment, dans ça, ça draine et on éloigne ça de nous. Sinon, on vit dans nos excréments, dans notre urine, et après, à un moment, ça génère des maladies, etc. Donc, il faut effectivement une eau aussi qui draine, qui circule, qui est pourrie, etc. Alors, notre cher cancer, comment on nourrit ce cancer ? Alors, on le nourrit, premier liquide qui nous nourrit, c'est le lait. D'accord ? Et ce lait, il est hyper important pour justement le développement, parce que le cancer, lui, sa fonction, c'est de grandir. C'est d'abord s'élever, de grandir, et ensuite d'élever les autres. Et comment il le fait ? C'est en buvant du lait. Le lait, ça apporte du calcium qui vont renforcer les os, aider les os à grandir, les dents à sortir, etc. Mais trop de lait, ensuite, plus tard, c'est qu'on a besoin de lait dans l'enfance pour pouvoir grandir, mais c'est qu'après, on n'a plus besoin de lait. Parce que sinon, le lait, c'est digeste, ça se retourne contre nous. Et ça vient... Oui, non, le lait, en fait, on n'est pas censé consommer du lait même à l'âge adulte et on n'est pas surtout censé consommer le lait d'une autre espèce qui n'est pas du tout adapté à nos besoins. Donc, en fait, ça vient nous acidifier, ça vient aussi solliciter à l'excès notre foie parce qu'il y a plein d'acides gras qu'on n'est pas censé nous gérer, être humain, les acides gras du lait de la vache. C'est pour aussi faire croître le veau. Oui. Donc, on n'est pas adapté finalement pour métaboliser ça correctement et donc, forcément, on découle tout un tas d'inconforts physiques. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps, pour réagir à ce qui n'est pas adapté pour lui, il va puiser justement dans les os et les dents, là où justement le lait était censé venir le construire. Et c'est ça qui est intéressant, puisque en astrologie, c'est un axe Cancer-Capricorne, où effectivement, le Capricorne régit les os et les dents, et que la nourriture du Cancer, si elle n'est pas adaptée, ça vient détruire la force du signe opposé, donc du Capricorne. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder l'alimentation sur, pas seulement le signe, mais sur un axe, sur le signe opposé, pour voir quelles sont les conséquences si c'est mal adapté. Alors, le Cancer, lui, comment il se nourrit de façon concrète ? Lui, il se nourrit de choses sucrées. Tu vois, il faut le roudoudou, le truc cocooning, qui renvoie à l'enfance, qui renvoie au ventre maternant. Tu vois là, ça c'est important. Le Cancer, lui, quand il va au restaurant, il faut qu'il ait le sentiment qu'il se retrouve en famille, qu'il se retrouve comme à la maison. Et tu vois, quand lui lit le menu, il faut lui envoyer du rêve, il faut lui envoyer du conte, il faut envoyer des histoires. Tu vois, le Cancer, lui, il mange pas des patates cuites à l'eau. Lui, il va manger une marquise Pompadour en robe des champs.
Magnifique, avec une pointe de poivre Sichuan. Ouais, tu vois que... Et ce truc, cette marquise, elle est passée par la Chine pour pouvoir rehausser les saveurs intérieures. Il se nourrit de rêves, c'est un grand songeur finalement. Il rêve tout le temps, le et pourtant il mange des patates, mais en tout cas, il a le présenté d'une manière bien précise. Tu vois, c'est ça, il a besoin d'être alimenté par de la féerie, par des contes. On est dans le monde de l'enfance avec le cancer. Mais même quand on est adulte, je connais des gens autour de moi qui sont cancer ou ascendant cancer, c'est ça, ils ont besoin qu'on envoie du rêve, et que quand on passe à table, c'est autant le lion, lui, se régale en voyant des choses magnifiques, le cancer, on lui a raconté. Tu vois, là, c'est pas une poularde que là, cette poularde, elle vient de telle région qui a été élevée par le truc, le machin. Elle a vécu en pleine. Tu vois, là, le truc, là, lui s'imagine le truc, Oui, faut les emmener en fait dans une vraie féerie. Ils aiment rêver, une histoire, sont des grands rêveurs. Truc. Et du coup, en mangeant le plat, il mange une histoire. Et ça, du coup, ça nourrit l'imaginaire, parce que c'est un signe où l'imaginaire est vraiment très fort. Donc, on va avoir tous les romans, les scénaristes, les trucs, parce que là, eux, ils te brodent une histoire, tu vois, qui est vraiment magnifique. Donc, il faut vraiment les nourrir d'un point de vue holistique, d'images, de contes, de rêves, de souvenirs. Et j'ai aussi le souvenir que le cancer, là, autour de moi, les natifs de cancer, ils adorent se nourrir des autres. Tu vois, c'est pour ça que chez le cancer, on a vraiment ces personnes qui savent t'accueillir, te recevoir. Tu vois, ça va pas, viens pleurer, je vais te câliner. Très maternant, finalement. Vraiment très maternant, puisque ils sont capables d'absorber tout ce qui ne va pas en toi. Tu vois, ils accueillent, tu vois, et puis tu te dis, parce qu'il y a lui. Tu vois, ils mangent ça, ils mangent tout ça. Oui, ils ont une capacité d'auto-digérer digérer les émotions des autres. Et puis après, ça va mieux. Un petit bisou magique, et puis l'enfant repart, etc. Et puis eux se sont nourris, ça va mieux. Tu vois, pour eux, une émotion négative, c'est pas forcément indigeste pour eux. C'est allez, je te soulage de tout ça. Voilà, maintenant que c'est fait, t'as pleuré un bon coup. Voilà, retourne. Tu vois, c'est vraiment la fonction maternante. Une maman, elle accueille dans ses bras le petit enfant qui est tombé. Comme je dis, petit bisou magique, et puis il repart. C'est des super amis finalement, les cancers. C'est des personnes à qui on peut vraiment se confier et qui vont être d'une grande écoute et d'une grande aide. Mais à l'intérieur d'eux, tu vois, c'est quand ils n'arrivent pas eux-mêmes à exprimer leurs émotions, quand ils font une crise, ils font une gastrite. Ils n'arrivent pas à digérer ce qui est en train d'arriver. Elle m'a dit ça, j'ai eu du mal à l'avaler, maintenant j'ai du mal à le digérer, puis ça tourne. Oui, et puis il y a aussi ce côté où, quelque part, chez le cancer, il y a aussi cette tournure assez nostalgique, où finalement, il va beaucoup ressasser le passé. Il rumine. Pourtant, c'est pas un bovin, mais on est quand même très tourné par ce qui s'est passé. Mais c'est-à-dire que la Lune qui gouverne le cancer, gouverne aussi le taureau. Donc le cancer, quand il se met de travers, il rumine. Parce qu'il a besoin de digérer. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, le lait de vache, là, on a du mal à le digérer. Alors on rumine. Puis à un moment, ça passe, quoi. Donc à un moment, c'est aussi de dire, arrêtez, si l'enfant veut pas manger ça, arrêtez de le forcer, parce que, soi-disant, c'est bon pour lui. Et à un moment, le gamin, il va être là, et puis il va ruminer, mais il va ruminer verbalement. Il va dire, non, je veux pas. Et la mère qui veut insister, vas-y, mange, c'est bon pour toi, c'est bon. Donc, tu vois, on est dans un truc, c'est sans fin. Parce que le cancer, quand c'est fermé, c'est fermé. Hein. Là, il n'y a plus rien qui rentre dans la bouche. Hein. Donc, à un moment, stop. Pour résumer, on peut dire que le cancer, il a besoin de se nourrir de douceur, d'une énergie très maternante. Il a besoin d'être rassuré aussi. Complètement. Il a vraiment besoin de se sentir en sécurité. Lui, le Sagittaire qui dépasse les barrières, lui, il est plutôt dans son lit, lui, il reste dans son petit cocon. Rocher. Et il a besoin qu'on le rassure. Il a besoin de se sentir en confiance. Il a besoin d'être entouré de personnes fiables. De manger le repas qu'il connaît, le repas que sa mère lui faisait. Voilà, ça c'est... si votre conjoint est cancer et que vous vous fâchez avec lui,
vous lui préparez son meilleur repas, son plat préféré, ça garantit des soirées romantiques. On peut dire que ce sont des signes très romantiques aussi, les signes d'eau. C'est vraiment des signes qui c'est des roudoudous, mais c'est vrai que quand ça se met de travers, c'est l'eau qui déborde. Et donc là, le cancer qui déborde, attention, c'est un tsunami. C'est là, il y a plein d'eau, plein d'émotions. Là, si le cancer se fâche, vous prenez un tsunami dans la figure. Donc, traitez avec beaucoup de douceur les cancers, faites-leur des beaux petits bisous tout doux. Et surtout, rassurez-les aussi, ils ont vraiment besoin d'une grande sécurité. Et puis, j'irais, prenez la température. Si un enfant est cancer, ou votre mari est cancer, ou votre femme est cancer, c'est « Bonjour chérie, comment ça va aujourd'hui ? Prenez la température. Drapeau vert, drapeau orange ou drapeau rouge ? On y va ou on n'y va pas ? Et après, on adapte. Et après, on y va. Bon, super. Déjà, là, on a une belle aperçu du cancer et ça nous amène à glisser vers le signe du scorpion, qui, lui, est un petit peu plus piquant. Oui. C'est ce qu'on va voir, mais qui a aussi tout un tas de belles ressources et un beau potentiel. Ouais. Parce que le scorpion, donc là, on arrive au milieu de l'automne. D'accord ? Donc là, il y a tout... Les arbres se dépouillent, tout tombe par terre, tout fane. On a l'impression que tout est en train de mourir. Voilà. C'est ce que évoque le signe du scorpion. C'est vrai qu'il n'a pas bonne presse en général. En astrologie, il fait toujours un peu peur parce qu'on a toujours l'image du scorpion qui pique, qui a du venin, qui est torturé, voilà. Et puis pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, on voit c'est un signe de mort, de vie. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu sombre. Eh bien oui, parce que de toute façon, la vie est associée à la mort, et la mort, c'est un cycle en fait. C'est les choses se terminent et il y a d'autres choses qui renaissent à leur place. Alors il faut vraiment voir le signe du Scorpion comme oui, c'est un signe qui meurt, 3 petits points, pour renaître à autre chose. On oublie souvent la deuxième partie de la phrase, c'est il pique, il meurt, il détruit tout, il s'auto-détruit. Non, c'est que derrière, il y a l'idée de renaissance. Et c'est ça qui est important. Comme tout ce qui sort de nos... Alors, du coup, le liquide du scorpion, c'est les eaux boueuses, marécageuses, les eaux troubles, les eaux stagnantes. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'eau des égouts qui s'évacue. Oui, parce qu'à un moment, ça fait partie des choses. Vous mettez des feuilles mortes, de l'eau, à un moment, ça pourrit. D'accord ? Mais à travers ça, il y a de la vie qui arrive. Il y a des insectes, il y a en Chine comme ça, enfin dans un pays asiatique, il y avait un dicton comme ça qui disait le lotus pousse dans des eaux boueuses, plus sale, plus profonde est l'eau, plus belle sera la fleur. Donc c'est qu'il y a des fois, il faut vivre des crises, il faut vivre des trucs dégueulasses, des trucs vraiment sombres pour vraiment aller dans notre lumière. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise le scorpion, c'est c'est un passionné. Il va vraiment aussi, lui, dans les extrêmes, et il va en profondeur. Quand il souffre, il souffre. Quand il est heureux, il est heureux. Et il est heureux. Et puis alors, tout le monde en profite parce que l'eau du scorpion, c'est par exemple, c'est le venin du scorpion qu'il a en lui. Donc, et le venin du serpent, enfin tout ce qui est venin, on a à la fois la mort et l'antidote, on a la vie. Donc le scorpion, il est dans cette dualité-là. Et que dans son eau, si on reste dans des eaux sales, s'il n'y a pas d'égout et qu'on reste dans nos déjections, on meurt. Parce que là, par contre, ça amène des bactéries, ça amène de la vie, mais de la vie qui tue. Et dans notre corps, on a des cellules, on a des enzymes qui vont manger. Le sang a un cycle de vie. Et à un moment, il faut l'évacuer. Et notre corps produit des choses qui vont manger des choses qui sont mortes. Dans la nature, il y a des charognards qui mangent des choses qui sont mortes, parce que sinon, ça pourrit la savane, ça amène des maladies, etc. Donc l'énergie du scorpion, elle est salvatrice, puisqu'elle vient dans son eau nettoyer tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri. Je fais le parallèle avec le signe du cancer, donc le crabe. Le crabe est à l'eau ce que la hyène ou les vautours sont dans la terre. C'est que le crabe, lui, c'est les boueurs de la mer. Il mange tous les animaux, tous les poissons qui sont morts. Sinon, les océans seraient pollués et il y aurait plein de bactéries.
Donc il nous faut comme ça des choses qui nettoient, alors soit légèrement, voilà, mais aussi en profondeur. Et le scorpion, il est dans cette nature-là. Est-ce qu'on peut dire que le scorpion, lui, pour bien se nourrir, il a besoin aussi de sensations fortes, de sensations intenses. Il aime tout ce qui pulse, tout ce qui va le faire vibrer finalement. Exactement, voilà. La passion. La passion. Et c'est vraiment ça, tu vois. Alors oui, on a par exemple les repas de chasseurs. Tu comprends ? Ils ont tué pour ripailler. D'accord. Et on a besoin de chasseurs pour... sinon, on n'aurait rien sur nos tables. Donc, le scorpion, pour récapituler un petit peu, donc c'est un signe d'eau marécageuse qui a tendance à... Voilà, c'est l'épuration. Quelque part, le scorpion, il passe par tout un tas d'états aussi émotionnels. Ça peut être quelqu'un de très torturé, comme quelqu'un de tout à fait libéré, extraverti. Exactement. Et bien dans sa peau. Quand il est dans sa lumière, il est extraordinaire. Par contre, quand il est dans sa partie sombre, il y a un moment, on y va. Mais c'est sa fonction, c'est que grâce à son attitude, il nettoie les autres. C'est que le psychologue, à un moment, il rentre dans l'intériorité de son client, il le fait pleurer, il fait remonter des trucs que la personne violente, que la personne a vécu, et ensuite il les nettoie. Ça vous est arrivé, on fait le travail de résilience, on nettoie, on épure, maintenant vous pouvez y aller. Ça, c'est terminé. Donc, on meurt à l'ancienne personne qu'on était, qui a vécu des trucs durs, pour renaître maintenant dans quelque chose où c'est épuré. C'est vraiment le mot épuré. Station d'épuration, on passe par un truc, on reçoit l'eau dégueulasse et on filtre. Bon, alors s'il y a bien quelque chose à retenir, la passion, la grosse épuration, c'est des gens qui vont en profondeur, qui se nourrissent vraiment de choses authentiques, fiables. Ils n'aiment pas tout ce qui est... Et qu'on transforme. C'est qu'après un moment, on transforme l'eau sale, on la transforme en eau propre. Et alors, quelle est l'eau du poisson maintenant ? On va parler du signe du poisson. Alors, on arrive au signe du poisson qui est le signe de fin de l'hiver. Donc là, il faut imaginer l'eau qui était solide, à l'état de neige, et qui commence à fondre. Et donc, on voit vraiment ce cheminement de la montagne, dans les rivières et dans la mer. Tu vois, donc, c'est une eau qui change d'état au fur et à mesure qu'elle avance. Et puis après, ça va encore plus loin, puisque l'eau de la mer est chauffée, elle s'évapore, elle se transforme en nuage, en état gazeux, pour retomber dans l'état liquide par la pluie, sur les montagnes en état solide, qui va fondre. T'imagines ce processus comme ça ? Et entre-temps, elle a subi plein de transformations. Donc, le signe du poisson, c'est que quand elles fond, elles se décristallisent. Moi, justement, je fais aussi des soins avec la lithothérapie. Et je reçois pendant les soins des gens qui ont cristallisé leurs problèmes. Tu vois, donc après, c'est les bobos aux genoux, aux coudes, le truc. Et quand je fais les soins, tu sens que, du coup, c'est ce que je leur dis, c'est que je remets l'énergie en circulation. C'est qu'à un moment, ça s'est cristallisé, donc à l'état solide, cette neige compacte et tout. J'impose les mains, de la chaleur, ça fait fondre. Et là, ça se remet à recirculer. Le signe du poisson gouverne justement le système lymphatique dans notre corps, qui permet justement de nettoyer toute la partie du corps. C'est grâce à l'eau. Alors, le système lymphatique, il a deux fonctions. Il nettoie, il draine, et de l'autre côté, il trimballe avec lui tout le système immunitaire, les globules blancs, etc. Donc lui, dès qu'il envahit, il y a quelqu'un qui est rentré à l'intérieur de lui, les virus, les bactéries, le système lymphatique, il lâche les gardiens, et là, c'est les globules blancs qui vont manger. Il y a vraiment une fonction de manger. Tu vois, il englobe la bactérie, et il la mange. Tu vois, on est toujours dans ce truc-là. On mange pour être propre. Donc souvent, dans le signe du poisson, on va retrouver aussi les diététiciens, parce que c'est-à-dire que là, ce qui va rentrer à l'intérieur de moi, il faut que ce soit propre. Parce que derrière, voilà le travail, il va falloir que je nettoie tout ça, parce que sinon, tu vois, tu vas dans des pays un peu craignos, tu bois de l'eau, tourista. Là, la galère, quoi. On dit souvent aussi que les poissons sont des grands romantiques, c'est-à-dire qu'ils surfent sur le flot des émotions aussi. C'est des lovers, ils aiment aimer, ils aiment l'amour, ils se nourrissent aussi d'amour. Tu vois, mais c'est-à-dire qu'avec le poisson, il n'y a plus de barrière.
parce que le système lymphatique, il passe partout. Et l'eau, quand il y a une inondation, ça passe partout. Par les murs, par la fenêtre, par le toit, par le plafond. Tu vois, c'est là où tu penses que c'est blindé. Non, l'eau arrive toujours d'une façon ou d'une autre de passer. Donc, dans la nourriture du poisson, on peut avoir les extrêmes. Le poisson qui mange rien, c'est l'ascète, le prêtre, le religieux qui mange un quignon de pain, un peu d'eau. Tu vois, parce que le poisson gouverne tout ce qui est spiritualité, religion, etc. Ou alors, tu as le poisson qui mange et qui peut... allez, on met, tu sais, le corps souple et puis on emmagasine et on peut facilement peser 300 kilos. Hein, le corps peut s'étendre, tu vois. Et puis, il y a l'idée aussi, tu sais, quand tu es malade et que tu ne peux pas manger, eh ben, comment on te nourrit ? Eh ben, par intraveineuse. C'est-à-dire que c'est du liquide qui va te nourrir, mais plus par l'œsophage, etc. Ça va être par une veine. Donc c'est que le poisson, il est capable de se nourrir par tous les pores de sa peau. D'accord. Donc, en fait, le poisson, finalement, pour bien le nourrir, il a besoin d'être aussi en confiance. Hein, il a besoin d'être entouré d'amour aussi. Complètement. Parce que ça veut dire que le poisson, il a une capacité à se fondre dans l'humanité, se fondre dans le groupe, se fondre parmi les amis, et que lui, en fait, il se nourrit. Pour ça, quand on dit que tu as les prêtres qui se nourrissent de spiritualité, c'est exactement ça. Ils se nourrissent de ce qu'ils captent là, de l'énergie, de cet amour christique invisible, mais pour eux, ils se nourrissent. D'accord ? Donc, alors, et après, il y a effectivement aussi chez le poisson, il y a se nourrir de culture, se nourrir de livres, se nourrir de spiritualité, se nourrir de prière. Ils sont très érudits, les poissons aussi. Ouais. Il y a ce côté très génie. Enfin, en tout cas, moi, les poissons que je connais, c'est vraiment des virtuoses, des génies. Ouais. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça part dans tous les sens. Ça peut se noyer dans l'océan. Ça, effectivement. Et c'est aussi le poisson gouverne les pieds. Et effectivement, on peut perdre pied. Et si on perd pied, on se noie. Et là, c'est de l'eau qui rentre dans les poumons. Et c'est pas là où ils doivent aller. Waouh! Bon, en tout cas, on aura appris plein de choses aujourd'hui sur les signes d'eau complètement. C'est hyper intéressant. On pourrait parler encore très longtemps. Il y a tellement de choses à dire. Là, on est obligé d'être très concis pour que ce soit un format qui soit accessible à tous. Et encore une fois, on divulgue juste quelques informations. Ouais, après, peut-être qu'on fera des podcasts plus longs pour vraiment approfondir chaque signe. Et je pense que ce serait super. Mais en tout cas, déjà, pour récapituler, donc les signes d'eau, ce sont des grands sensibles, plutôt une énergie yin qui a besoin d'être rassurée. Ce sont des artistes, ce sont des gens qui ont une sensibilité exacerbée, qui a besoin d'être exprimée et comprise aussi. Hein, ils ont besoin d'être compris. Et donc, c'est important aussi quand on est avec un signe d'eau, de vraiment avoir cette conscience de cette sensibilité. Exactement. Et c'est prendre la température vraiment avec les signes d'eau. Je vous demande le conseil, c'est vraiment de prendre la température. Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ça, c'est vraiment la question clé pour les signes d'eau. C'est pas comment tu vas, c'est comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Là, qu'est-ce que tu as envie de manger ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Dans quelle eau baignes-tu ? Voilà. D'accord ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'émotionnellement, cette eau, elle t'a envahi ou au contraire, t'es bien ? D'accord ? Donc, à partir de là, sinon vous prenez le raz-de-marée, le tsunami. D'accord ? Bon, c'est une bonne chose à retenir. En tout cas, je te remercie beaucoup, Guy, à nouveau, pour ce super podcast sur les signes d'eau. Pour rappeler un petit peu, tu consultes. On peut retrouver ton actualité sur ton site internet www.guydacugna.com. Oui. De toute façon, on le marque dans la barre de commentaires en bas. Et puis, si vous avez des questions par rapport aux signes d'eau ou si vous voulez voir Guy en consultation, n'hésitez pas. Soit à écrire dans la barre de commentaires ou à le contacter directement. Exactement. Merci encore, Guy. J'espère, chers auditeurs, que ce podcast vous aura plu. Et puis, on vous dit à tout bientôt pour un nouveau podcast sur l'alimentation zodiacale. Au revoir. Au revoir. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.